Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Continental. Cette semaine, nous sommes en périphérie de Casablanca. La mégapole concentre à elle seule l'essentiel des 25 000 enfants des rues recensés par l'Observatoire national des droits de l'enfant. Un fléau qui ne concerne malheureusement pas uniquement le royaume, puisque sur le continent, quelques 30 millions de jeunes sont livrés à eux-mêmes dans la jungle urbaine. Une population fragile, exposée à tous les dangers et qui trouve parfois refuge auprès d'ONG qui déploient tous les moyens pour les sauver. Voici le sommaire. Cette semaine, dans Continental, nous donnons la parole et un visage aux enfants des rues, des ombres perdues dans les artères des grandes villes africaines, à Casablanca, Douala ou Dakar. Nous serons en compagnie de Nejet Mjid, la fondatrice de Beiti, qui lutte depuis plus de 20 ans en faveur de ces jeunes abandonnés de tous. Dans la seconde partie de votre magazine, nous accompagnerons des hommes d'affaires marocains en quête de nouveaux marchés en Mauritanie. Nous prendrons le pouls d'une société malgache dans l'attente du résultat final de la présidentielle. Vous participerez au méga dialogue national rwandais baptisé Lumushi Kirano avant de fouler le tapis rouge du 21e Festival du cinéma africain de Khouribga. Ces mots résonnent encore dans les esprits, ceux de Sa Majesté Mohamed VI, déplorant la situation des enfants des rues. Dans son message du 24 novembre dernier, adressé aux participants au 8e sommet Africité de Marrakech, le souverain avait appelé l'ensemble du continent à ne plus fermer les yeux face à cette terrible réalité. Je vous propose de réécouter ce message qui avait été lu pour l'occasion par son Altesse Royale Alla Mariam en sa qualité de présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Protéger l'enfance, c'est non seulement la soustraire à la peur, mais c'est également la préserver du besoin et lui offrir les conditions du respect absolu. Le défi est à la hauteur de l'enjeu. La dignité, la paix, la réduction de la pauvreté, l'éradication de la faim, la promotion de la santé, une éducation de qualité garantie à tous, l'égalité garçon-fille, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, constituent des impératifs importants liés à la protection de l'enfance. Ce sont également des priorités et des objectifs au cœur de l'agenda 2030 pour le développement durable qui représente un véritable catalyseur de la coopération internationale. Il nous appartient à nous tous, Africains, de mettre à profit le partenariat mondial autour de cet agenda pour avancer sur le chemin du développement durable. Sans protection de l'enfance africaine, l'Afrique ne saura relever le défi de son émergence. Sans protection renforcée des générations futures, l'Afrique ne pourrait tirer bénéfice de son dividende démographique. L'heure est à l'action. Il nous appartient de rendre les villes africaines véritablement dignes de leurs enfants. Et c'est justement pour sortir les enfants des rues qu'une association comme Beiti a vu le jour. Une ONG marocaine engagée depuis plus de 23 ans auprès de petits garçons et de petites filles en rupture avec la société et avec leurs familles. Et pour les libérer des griffes de la jungle urbaine, elle a ouvert plusieurs centres d'accueil à l'image de cette ferme-école implantée à Sidi al-Tazi près de Kenitra. Reportage Myriam Moutir, Nabil Moussaïf et Abdelali Othmani. Loin des rues des métropoles, source de souffrance et de désarroi de dizaines de milliers d'enfants de la rue, l'association Beiti a décidé d'implanter sa ferme-école. À quelques kilomètres de Sidi el-Tazi, une dizaine de jeunes démarrent leur journée en s'occupant des fraisiers qu'ils ont plantés il y a quelques semaines. Une saine occupation. Ces jeunes sont en situation difficile. Nous essayons de les intégrer dans le secteur agricole. Le contact avec la nature et le travail de la terre apaisent leurs angoisses et leur donnent un sentiment de plénitude, loin de la violence de la rue. Ce sont ces jeunes qui ont planté, désherbé et palissé les framboisiers. Ils ont tout fait. Ils vont surveiller aussi les plantes et acquérir de l'expérience qui leur sera utile. Quelqu'un qui se nourrit de ce qu'il plante aimera certainement ce qu'il consomme. La ferme se déploie sur 11 hectares et emploie les gens de la région. Le bénéfice perçu permet de financer le projet
du travail de la terre, les jeunes pourront à terme refaire leur vie hors de la ferme lors du processus de réinsertion dans la société. Donc on a lancé le programme et donc ça a été une alternative aux jeunes qui sont en grande difficulté et qui ont développé une relation pathologique avec le métropole. Alors, la ferme école, donc, elle s'adresse donc aux jeunes qui sont en situation difficile, en situation de rue, en situation de vulnérabilité, de fragilité et de désaffiliation. Ancien enfant de la rue, ancien SDF, Jawad, 26 ans, a vécu 5 ans à la gare routière d'Ouled Ziane à Casablanca. À Ouled Ziane, la situation est difficile. Si tu n'es pas mature, c'est difficile d'y vivre. Les plus jeunes et les mineurs y sont maltraités et abusés. Je veux terminer cette formation pour avoir un diplôme qui me permettra de trouver un travail. Cela me donnera de l'indépendance et je pourrai aider mes parents. قبل ما تجي للصالون كتمشي للطابلو ديال لي سيرفيس اي مصلحه عندك سواء الدور في الصحه تنقيها سواء انك تجمع الماء سواء هاد المصالح هادو كلهم باش كتوليو كتعتمدوا على راسكم. Ils ont grandi trop vite, la vie les a malmenés, mais ces jeunes partagent les passions de leur génération. Réseaux sociaux et football alimentent leurs discussions. Pendant leur temps libre, leur activité favorite est de taper dans le ballon. C'est nous qui avons planté les fraisiers et framboisiers. La récolte n'est pas vendue. Nous consommons la totalité de la récolte. Ils ne nous disent pas de leur restituer quoi que ce soit. Quand je suis arrivé ici, je m'ennuyais au début. Mais avec le temps et la présence des autres jeunes, je m'y suis habitué. Cet endroit est bien. Je me sens bien ici. En quittant la Guinée, Seydou rêvait de jouer au football en Espagne. Son rêve s'est brisé sur le trottoir des rues casablancaises. Je vais rentrer par Algérie. Oui, j'ai rentré par les frontières et j'arrivais au Maroc. C'était pour passer en Espagne pour jouer le foot parce que j'aime jouer le foot. Mais tout ça, ça n'a pas marché. D'accord, je ne peux pas rester sur la rue et perdre mon temps. Pendant les 12 années d'existence de la ferme, les éducateurs ont vu des centaines d'enfants passer par Sidi El Eltezi. 80% ont pu être réinsérés. Il y a plusieurs histoires réussies, donc des jeunes qui finalement ils se sont sortis, ils ont trouvé leur place dans la société, ils sont devenus autonomes. Il y en a même ceux qui ont fondé leur famille. Il y en a ceux aussi qui prennent en charge leurs parents. Des fois, la majorité de ces jeunes, leurs parents, ils sont démunis. Au Maroc, on estime le nombre d'enfants qui vivent dans la rue à 25 000. Dans la détresse, la majorité n'ont aucun repère spatio-temporel. Pourtant, à l'instar de Smaïl, Younes ou Jawad, ils n'attendent qu'une main tendue pour réécrire leur destin. Nous nous retrouvons à présent en compagnie de Najat Mjid. Bienvenue dans Continental. Merci. Vous êtes vice-présidente et fondatrice de l'association Beïti. Alors dites-nous, les enfants que vous recevez dans vos différents centres, comme celui que l'on vient de voir près de Kenitra, quand ils arrivent chez vous, ils sont dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire? Dans quel état d'esprit? D'abord, désorienté. Un point qui est important aussi, c'est qu'ils ont perdu quand même beaucoup d'espoir dans des perspectives d'avenir. Et ils sont aussi désorientés sur le plan temporel, spatial. Et ils étaient en errance. Et donc, clairement, honnêtement, c'est tout ce volet, ce que vous avez vu dans la ferme, c'est comment les distancier quand même de la rue, de la drogue, de tout ce problème de violence qu'ils vivent. Donc, c'est un moment aussi de stabilisation et de recul par rapport à la rue. Najat Mjid, vous êtes engagé dans ce combat depuis plus de 20 ans. Quand on voit l'ampleur du fléau, l'ampleur de ce phénomène social,
Est-ce qu'on n'est pas à la longue, 20 ans après, un peu découragé face à ce qui reste encore à accomplir? Pour être très franche, il y a des moments effectivement où on se sent découragé, mais en même temps, parce que c'est vrai que ça augmente, que les problèmes sont encore là, c'est durable, mais en même temps, quand vous voyez des enfants qui ont les yeux qui pétillent, qui réussissent, parce que tout simplement vous avez appuyé sur le bouton et que vous avez été le miroir qui lui dit tu peux, et qui réussissent, ça vous donne toute l'énergie du monde pour continuer à avancer, à se battre. En tant qu'association, en tant qu'ONG, vous faites ce que vous avez à faire. Les pouvoirs publics, eux, ils jouent leur rôle? Les pouvoirs publics, si je devais faire une petite évolution sur les 23 ans d'existence de BETI, il y a eu des changements en matière de réforme de loi et pas mal de choses sur le plan aussi changement de comportement de la police, de la gendarmerie, de la justice, pour considérer ces enfants non comme des délinquants, mais des enfants à protéger. Néanmoins, toutes les actions de prise en charge, que ce soit au niveau de la rue, que ce soit dans la prise en charge de longue durée, parce que c'est une prise en charge à la fois médicale, psychologique, sociale, éducative, pédagogique, ce sont les ONG qui la prennent réellement en charge sur de la longue durée. Et le problème qu'on a, on n'a que des petites actions pilotes et c'est pas structuré. Et l'autre point, là où le pouvoir public ont un rôle important à jouer, c'est sur l'origine, c'est en amont du problème. Donc les problèmes familiaux, les problèmes de pauvreté. Justement, les parents dans tout ça, les parents, est-ce qu'ils ont démissionné d'une certaine manière? Certains sont démissionnaires, d'autres sont en difficulté eux-mêmes parce qu'ils sont en difficulté économique, en difficulté affective, en difficulté relationnelle, mais il n'y a pas de programme réellement d'accompagnement, d'appui à ces familles-là. Donc je ne peux pas les juger non plus. Il y a une part de démission, mais il y a une part de non-accompagnement. Le but à terme, c'est quand même de réintégrer ces enfants dans une cellule qui soit stable, et notamment la cellule familiale. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail avec les familles d'abord pour identifier quelle est la problématique, renouer les liens familiaux quand c'est possible. Mais bien entendu, quand il y a eu un inceste au sein de la famille, quand il y a des violences irrémédiables, il n'est pas question de le réintégrer. D'où des structures d'accueil et aussi le process, on a travaillé sur les familles d'accueil. C'est important parce qu'on ne voudrait pas que les enfants soient dans des institutions à vie parce que c'est de la ghettoisation. Et donc aussi on utilise tout ce concept de famille d'accueil. La solution, elle passe également par l'urgence de retourner sur les bancs de l'école, de retourner dans le système éducatif? C'est l'urgence de retourner dans le système éducatif, mais aussi il faut tenir compte des expériences qu'ils ont vécues. Donc il y a eu des échecs, des abandons, donc il a fallu travailler aussi avec les écoles pour essayer de réintégrer ces enfants, mais de changer aussi les perceptions des enseignants et de les préparer via l'éducation non formelle à réintégrer l'école. Mais l'école doit changer aussi. Et ces enfants, comment on essaie de les rendre aussi autonomes sur le plan financier? Parce que souvent ils sont contraints, ce sont des enfants des rues, mais ce sont des enfants aussi qui sont obligés d'aller travailler, qui sont une source de revenus pour leur entourage. Comment est-ce qu'on les rend autonomes et en mesure de vivre dignement? Alors d'abord, je voulais juste souligner que ces enfants ont une intelligence et des capacités de débrouillardise dans la rue. Il y en a qui sont de véritables entrepreneurs avant que la rue ne les impacte. Et donc ce qui est important dans le travail qu'on fait, c'est pas d'aller sur des choses classiques. Il faut innover et il faut voir les compétences qu'ils avaient et les compétences qu'ils ont développées et construire sur ça. Et c'est la vraie difficulté parce que les perspectives et le marché est difficile. Je vous donne un exemple. Un enfant qui aime le cheval, il fallait travailler sur ce volet-là, il est devenu jockey. Donc ce qui est important, c'est à chaque fois de construire avec leurs compétences. Mais les difficultés qu'on a, c'est que le marché est très difficile et très exigu. Il n'y a pas beaucoup de perspectives innovantes. Et apporter donc une réponse adaptée parce que chaque cas est particulier différent. En fait. Chaque enfant est différent. Ce n'est pas un panier, ce n'est pas un groupe homogène, c'est une hétérogénéité, c'est des vies, des parcours de vie. Najat Mjid, vous avez été entre 2008 et 2014 rapporteur pour les Nations Unies pour les droits des enfants et à ce titre, vous vous êtes intéressé en particulier aux enfants africains, aux enfants des rues sur le continent. Comment expliquer que ce fléau affecte tant l'Afrique alors que le continent est connu pour ses liens de solidarité, d'aide et ses relations familiales étroites? Alors effectivement, en tant que rapporteur spécial, j'ai eu à visiter certains pays d'Afrique centrale, de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Et un des points que vous soulevez, c'est effectivement, on a toujours l'impression que les pratiques traditionnelles endogènes de protection, les liens de solidarité communautaire sont importants. Et ils l'ont été. Mais il y a eu une perversion et un délitement du fait de l'urbanisation anarchique, du fait aussi des conflits, du fait des crises socio-économiques, du fait de la pandémie VIH-Sida. Donc il y a eu beaucoup d'impact sur tous ces liens,
communautaire de solidarité qui explique que, effectivement, ce qui était protection est devenu souvent exploitation. Des liens effectivement qui se sont distendus. Sur la situation en particulier des enfants talibés que l'on a vu au Sénégal, à Dakar, le phénomène est connu de tous. Cependant, on a le sentiment qu'il y a des forces obscures qui rendent complètement impossible la lutte contre cette exploitation des mineurs. Alors les enfants talibés, effectivement, chaque fois qu'on en parle, ça a été explicité du fait d'un background religieux et particulièrement l'islam, ce qui est faux. Et parce que j'ai eu à visiter, donc on s'est retrouvé dans des écoles coraniques, entre guillemets, des daras exploités par des marabouts qui ne sont pas tous des théologiens ni au fait des valeurs de l'islam et qui exploitent ces enfants économiquement, sexuellement. C'est impressionnant, c'est un business. Sur ça, c'est greffé aussi la traite des enfants dans la région, donc d'un pays à l'autre. Le vrai débat de fond, c'est que effectivement les écoles coraniques devraient exister et se substituer aux préscolaires, mais avec des normes. Mais ce qui sous-tend tout ça n'est pas qu'un problème ni économique ni religieux, c'est aussi un problème politique. Parce que vous savez très bien que moi, la dimension religieuse et le pouvoir politique est très important dans ces pays, et il y a aussi des enjeux électoraux difficile la lutte contre qui rend ce plus phénomène. difficile et qui pourrait être fait très honnêtement, mais encore faut-il avoir une forte volonté politique pour le Autre faire. paradoxe, les droits des enfants sont particulièrement protégés au niveau international, sur le plan mondial à travers la Convention internationale sur les droits des enfants de 89, en Afrique également à travers cette charte sur les droits et le bien-être des enfants de 90. Pourtant, on a le sentiment que ces textes-là ne sont pas répercutés dans les droits nationaux de nos pays. Pourquoi ? On signe beaucoup, on ratifie beaucoup. Je tiens à souligner que la charte africaine du bien-être et des droits de l'enfant n'a pas encore été ratifiée par le Maroc, donc juste au passage. Nous allons fêter les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant l'année prochaine. Et le grand débat, tous les pays l'ont ratifié sauf les États-Unis, donc mondialement c'est celle qui a le problème majeur, c'est que jusqu'à ce jour, la violation des droits de l'enfant persiste parce que les approches qu'on adopte, les réponses qu'on apporte ne sont pas idoines, ne sont pas appropriées, et puis on a toujours l'impression d'être en retard d'une guerre et on est toujours en train d'essayer de rattraper ou de bricoler. On n'est pas sur la création de véritables systèmes intégrés de protection accessibles à tous les enfants. Ça veut dire que dans ce domaine également, il faut innover, il faut aller dans la rue, sortir des institutions. Il faut éviter la ghettoisation, parce que les réponses, c'est souvent la rue, il faut la nettoyer, il faut mettre des enfants derrière les murs. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus excluante, donc il faut agir sur les déterminants qui excluent. Être innovant veut dire travailler en amont, travailler sur le parcours de l'enfant et ouvrir des perspectives en matière d'innovation. Ils ne peuvent pas être tous cuisiniers, menuisiers, etc. Donc si on n'innove pas, et si on n'agit pas en amont, et si on ne traite pas les enfants sur le site, ça veut dire avoir des éducateurs rue qualifiés, parce que c'est des approches psychosociales, on ne le réussira pas, parce que c'est une chaîne avec plein de maillons. Et si un maillon est dysfonctionnel, tout le reste est dysfonctionnel. Donc ça pose également la question de la formation des accompagnants. Comment on rend le système d'accompagnement justement pérenne ? Il y a besoin d'argent, il y a aussi la question qui se pose de ces enfants lorsqu'ils deviennent majeurs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a la durabilité effectivement financière, parce que c'est souvent des ONG, et que clairement, on ne prend pas en compte l'accompagnement éducatif qui demande de la ressource humaine qualifiée, et donc c'est un métier. Je vous rappelle qu'au Maroc, nous n'avons toujours pas le référentiel, et c'est un métier qui n'est pas encore très valorisé, alors qu'on est en crise d'emploi. On le voit dans la société, on le voit ici. Ça pose plein de points d'interrogation. Il y a la durabilité financière, nous ne sommes pas subventionnés par l'État de manière régulière, c'est du one-shot, alors que c'est de la durabilité, c'est des projets de vie, donc vous ne pouvez pas vous arrêter. Et l'autre point, ça pose la question du temps et de la durée de prise en charge. Quand ces enfants n'ont pas de famille, ou quand elle existe et qu'elle est disloquée, et que la réinsertion familiale n'est pas possible, que vous n'avez pas d'alternative, et qu'ils arrivent à 18 ans, effectivement, si vous ne les avez pas préparés à une alternative et à les autonomiser, à travailler sur l'empowerment des enfants comme acteurs de leur vie, de leur projet de vie, on ne réussit pas. On se trouve dans l'impasse. Dans l'impasse, et puis on fait des enfants assistés à vie. Nejat Mjid, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Continental et merci de nous avoir accueillis ici dans les locaux de Beiti à Casablanca. C'était un plaisir.